La Première Guerre mondiale fait rage depuis près de 2 ans. Les tranchées s'étendent sur des milliers de kilomètres, de la mer du Nord à la mer Noire. Les soldats sont épuisés, le moral est bas. L'hiver 1916 est particulièrement rigoureux. Les hommes, mal équipés, souffrent du froid, de la faim et des maladies. Les combats sont moins fréquents en raison des conditions météorologiques, mais les pertes continuent. Les civils, eux, vivent sous les bombardements, la pénurie et la peur. 1916 s'annonce comme une année cruciale. Les belligérants cherchent à remporter une victoire décisive avant que leur ennemi ne s'effondre. Les Allemands espèrent éliminer la Russie, tandis que les Alliés veulent percer le front occidental. Une année marquée par des affrontements d'une violence inouïe, comme Verdun ou la Somme. Mais on peut se poser la question de la vie quotidienne au front ou à l'arrière. 1916, année charnière, mettra en lumière les événements qui dévoileront des épisodes méconnus de la guerre, révélant l'étendue de la souffrance et l'extraordinaire résilience des hommes face à l'adversité, démontrant que bien des récits restent à écrire. L'année 1916 s'inscrit dans la continuité d'une guerre qui dévore le monde. Sur les fronts, Verdun et la Somme sont autant de synonymes de boucherie, où des milliers d'hommes trouvent une mort atroce. Derrière les lignes, l'arrière lui aussi, marqué par la guerre. Les usines tournent à plein régime pour fournir le front. Les villes sont soumises au bombardement. Et la population civile endure pénurie et rationnement. Dans ce contexte sombre, émergent pourtant des figures qui éclairent cette période trouble. Les aviateurs deviennent des as. Certains deviendront des héros. D'autres, oubliés de tous. Une escadrille va naître, l'escadrille Lafayette, parmi lesquels des Américains vont s'engager et combattre pour la France, symbolisant le courage et l'internationalisme. La médecine de guerre se développe et incarne l'engagement scientifique au service de l'humanité. Tandis qu'à l'arrière, la vie continue. Les enfants grandissent loin de leur père, les femmes s'émancipent et la mode entre dans les foyers, à l'époque où les femmes étaient encore corsetées et contraintes par des vêtements élaborés. Un tournant décisif révolutionne ces codes vestimentaires. Mais il y a aussi les histoires d'horreur de l'arrière-front, entre tueurs en série, banditisme, homicides sur fond de jalousie et bien d'autres choses. Cette année 1916 est donc un condensé de contradictions. La vie et la mort, l'horreur et l'espoir, la barbarie et la civilisation. C'est une année qui a marqué profondément les esprits et dont les répercussions se feront sentir pendant des décennies. Loin des lignes de front, le monde est aussi impacté par cette guerre. Mi-janvier, les troupes de l'Entente quittent les Dardanelles. Les troupes franco-anglaises achèvent de conquérir la colonie allemande du Cameroun. Début juin, au Proche-Orient, commence la grande révolte arabe contre les Turcs, lancée par le shérif de la Mecque, Hussein ibn Ali, et soutenue par les Britanniques. Elle vise à obtenir l'indépendance d'un royaume arabe. Des officiers britanniques et français sont envoyés dans le Hejaz pour conseiller les chefs de la révolte. Un certain Thomas Edward Lawrence, agent secret britannique, se lie d'amitié avec Faisal ibn Hussein, un des 4 fils d'Hussein ibn Ali. Cet agent secret va combattre avec les troupes arabes sous le commandement de Faisal. On le connaîtra par son surnom, Lawrence d'Arabie. Pendant ce temps, à l'est, l'armée russe, conduite par le général Broussilov, progresse en Galice et en Bucovine.
De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, aux premières heures du 30 juillet 1916, subissent une attaque sur leur sol sans pourtant être entrés en guerre. L'une des plus importantes de l'histoire des États-Unis. Un acte de sabotage perpétré par des agents de l'Empire allemand, visant à détruire des munitions américaines destinées aux Alliés. Cela se passe dans un dépôt de munitions situé sur l'île de Black Tom, en face de New York. En raison d'une pénurie de cargo, des stocks de munitions et d'explosifs se trouvaient dans des entrepôts, des wagons et sur des barges. Les saboteurs allemands ont incendié des barges chargées d'explosifs, provoquant une série d'explosions retentissantes qui ont secoué la région. Les dégâts ont été considérables. Des milliers de fenêtres brisées à Manhattan, des bâtiments endommagés et des incendies se sont déclarés dans les environs. L'onde de choc a été ressentie jusqu'à Philadelphie. La force de l'explosion a envoyé des éclats d'obus, des balles et des débris, ainsi que du verre et du bois, causant des dommages importants aux 17 bâtiments de l'île. La pluie de débris a duré 2 heures. Plusieurs éclats d'obus se sont incrustés dans le côté droit de la Statue de la Liberté, face à l'île Black Tom. L'onde de choc de la deuxième explosion a poussé le bras de la torche contre la couronne de la statue, endommageant la structure interne. Pourtant, la torche de la Statue de la Liberté est restée allumée tout au long de l'épreuve. C'est depuis ce jour que l'on ne peut plus monter dans le bras et visiter la torche de la Statue de la Liberté. Cet acte, qui n'a fait heureusement que 5 morts, s'ajoute au torpillage du Lusitania, qui fera basculer les États-Unis dans la Première Guerre mondiale quelques mois plus tard. L'Europe s'embrase de plus en plus. En mars, le Portugal et ses colonies rentrent en guerre aux côtés des Alliés. Au mois d'août, c'est le tour de la Roumanie de se ranger aux côtés des Alliés également. Sur le front italien, Konrad von Hotzendorf, le chef d'état-major autrichien, se lance au printemps 1916 dans une opération punitive contre l'ancien allié italien, voulant ainsi aller jusqu'à Venise, isolant le gros des troupes italiennes et forçant l'Italie à demander un armistice. Ces combats d'une grande violence n'aboutissent à aucune percée décisive, mais provoquent de pertes importantes dans les rangs de l'armée italienne. En novembre, la Grèce va subir un schisme national, ce que l'histoire va appeler les vêpres grecques. Une série d'événements qui va aboutir à l'entrée en guerre de la Grèce, aux côtés de la Triple Entente. Le 1er décembre 1916, les tensions dégénèrent en affrontements violents à Athènes, entre les troupes grecques fidèles au roi Constantin Ier, beau-frère du Kaiser Guillaume II, et les forces franco-britanniques qui tentaient de débarquer et de réquisitionner du matériel. Les forces grecques remportent la victoire, forçant les Alliés à se retirer. Cet événement provoque une crise politique majeure en Grèce, exacerbant les divisions entre les partis du roi et ceux du Premier ministre, Elefthérios Venizelos, favorable à la Triple Entente. En Allemagne, les Jeux olympiques d'été de Berlin sont annulés. La vie en Allemagne devient dure à cause du blocus naval qui entraîne un rationnement de la nourriture. Ce blocus va aboutir à la bataille du Jutland, en mer du Nord. La flotte allemande prend l'offensive contre la Royal Navy pour tenter de desserrer le blocus qui l'étouffe. Bien qu'elle n'ait pas permis d'obtenir la victoire décisive espérée par chaque camp, cette bataille a confirmé la domination navale britannique et a assuré son contrôle des voies de navigation, permettant à la Grande-Bretagne de poursuivre la mise en œuvre efficace du blocus maritime qui contribuerait à la défaite finale de l'Allemagne en 1918. Côté pharmaceutique, pour la première fois en Allemagne est synthétisé l'oxycodone,
un analgésique narcotique étroitement lié à la codéine, un médicament utile pour soulager les douleurs intenses. En France, à l'arrière, la vie continue. Ainsi, le 1er janvier rentre en vigueur l'impôt sur le revenu. À Lille, occupée par les Allemands, le 11 janvier 1916, à 3 heures du matin, les 18 ponts, le plus gros dépôt de munitions allemands du front ouest, explosent mystérieusement. 140 morts, plus de 400 blessés, 738 maisons soufflées, 21 usines rasées. Cette explosion demeure l'une des plus importantes catastrophes civiles du XXe siècle en France. Les autorités allemandes ont livré peu d'informations sur ce sinistre. Que s'est-il produit à Lille en cette nuit froide de janvier 1916 ? L'explosion laisse un énorme cratère d'environ 30 mètres de profondeur et 150 mètres de diamètre. La déflagration est entendue jusqu'au centre des Pays-Bas, où elle est prise pour un tremblement de terre. Les Allemands, qui ont perdu une trentaine de soldats dans l'explosion, avancent l'hypothèse d'un sabotage, mais ils n'ont aucun début de preuve. Certains évoquent une bombe lâchée par un avion anglais, mais personne n'a entendu de bruit d'avion. À l'époque, l'aviation de guerre en était à ses balbutiements. Les avions bombardaient le jour. La thèse la plus souvent retenue est celle de l'accident. Une note confidentielle de l'armée allemande rapporte que de nombreuses explosions ont eu lieu dans des poudrières allemandes entre 1915 et 1916, à cause de l'instabilité de la mélénite utilisée dans les obus. Certains historiens font le rapprochement entre cette catastrophe et celle de l'usine AZF à Toulouse, le 21 septembre 2001. L'explosion d'un stock de 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium avait fait 31 morts, 2500 blessés et d'importants dégâts matériels. Le 29 janvier, c'est le tour de Paris d'être bombardé par 2 zeppelins qui font 75 morts et 38 blessés dans les quartiers de Belleville et de Ménilmontant. À Deauville, qui est alors un lieu de villégiature à la mode, Coco Chanel elle-même s'y promène, testant ainsi sous les yeux d'aristocrates européens couvertes d'apparat et maintenus dans des corsets rigides, ces nouvelles tenues qui contrastent par leur simplicité et leur confort. La pénurie de tissus ainsi que le manque relatif de main-d'œuvre domestique a créé de nouveaux besoins pour les femmes de ce milieu. Et Chanel perçoit ce besoin. Elle achète des pièces entières d'un jersey utilisé à l'époque uniquement pour les sous-vêtements masculins et lance la marinière. Les femmes s'efforcent d'être maigres comme Coco, qui devient une des premières femmes aux cheveux courts, à créer des vêtements simples et pratiques. Mais ces nouvelles tenues féminines font scandale dans tout le pays. Le décolletage, le déshabillé le plus immoral qui touche toutes les couches de la société. Il y a aussi l'angoisse de l'adultère fantasmée par les soldats du front. Que font les femmes quand ils se battent ? Ces récriminations traduisent une grande peur que les femmes empruntent aux hommes, non seulement leur tenue et leurs mœurs, mais aussi leur autonomie. Car pour la première fois, les femmes s'émancipent. Et 1916 va voir le commencement des travailleuses à faire la grève aux usines de Dion à Puteaux. 110 ouvrières sont en grève, non pas pour travailler mieux ou autrement, ni rien de tout cela, mais pour leur salaire, pour le droit de vivre. Les 110 ouvrières en grève ont ouvert une brèche, et ce n'est pas fini. Il n'y a pas que les femmes qui s'affranchissent de la tutelle des hommes. Au fur et à mesure que la guerre se prolonge, la délinquance des ados augmente. Des bandes de jeunes de 14 à 18 ans sèment la terreur dans les villes. Vols, braquages, kidnappings, viols collectifs, allant jusqu'au meurtre.
Ils s'appellent les As de pique à Rennes, les aides à Troyes, les serpents noirs à Châteauroux, les cartouches à Nancy, les gentlemen cambrioleurs à Tarascon. Ils se sont donné des surnoms tout droit tirés des romans policiers et des films criminels qu'ils affectionnent. Les mystères de New York, Judex, Fantomas ou Arsène Lupin. Aucune ville n'est pas touchée, ni aucune couche de la société. Des ados des milieux pauvres jusqu'aux lycéens de bonne famille. La justice a tranché, ils sont mineurs et échapperont à la peine de mort. Seuls des emprisonnements de 6 mois à 10 ans. Quand les pères sont absents, les fils font des bêtises. Ces femmes célibataires, veuves de guerre, sont la cible facile pour les embusquer, ou viande de conserve, parce qu'ils ne vont pas au feu, comme les surnomment les soldats du front. Ces hommes exemptés de guerre, certains deviendront escrocs ou assassins. Un assassin aussi célèbre que la Première Guerre mondiale, un certain Henri-Désiré Landru. Mais on a oublié qu'on l'a condamné pour avoir fait disparaître 11 femmes dans sa cuisinière. Landru, 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 vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Monsieur le procureur, je regrette de n'avoir à vous offrir que ma tête. Et guillotiné, sans preuve. Pour l'anecdote, c'est Laurent Ruquier, le dernier propriétaire de cette cuisinière. Les soldats qui retournent au front après une permission trouvent qu'il y a 2 France. Mais il faut retourner se battre. Certains vont retourner autour de Verdun, considéré par l'état-major comme une partie du front tranquille en ce début 1916. Mais la bataille de Verdun a laissé des traces indélébiles dans le paysage et dans les mémoires. Pourtant, il y a des lieux secrets de la bataille de Verdun qui sont autant de témoignages de l'histoire et de lieux de mémoire où le temps s'est arrêté. Ils nous rappellent le sacrifice des hommes et la folie de la guerre. C'est un canon de 155 Marine. Il a été mis ici, à Hermonville, mais on le trouvait d'abord sur les bateaux de type Bretagne. Et c'est pour ça qu'ici, sur le site, c'est un lieutenant de vaisseau qui s'occupait de cette position. Ainsi, la présence de soldats de la marine sur le front terrestre peut surprendre. Et l'on peut se poser la question de cette présence. Cependant, la guerre de position, caractéristique de ce conflit, a entraîné une adaptation des stratégies et des moyens. L'armée de terre avait besoin de renforts, d'hommes et de compétences spécifiques. Et la marine, qui disposait des personnels formés et disponibles, a été mise à contribution. Ce qui explique la présence de marins à Verdun, l'artillerie de marine. La marine possédait des canons de gros calibre, souvent plus puissants que ceux de l'armée de terre. Ces pièces d'artillerie navale ont été démontées et transportées sur le front pour renforcer la puissance de feu alliée. Les marins, experts en maniement de ces canons, ont naturellement suivi leurs pièces. Il a été installé dans un emplacement secret, à l'abri des regards et des tirs ennemis. Sa position lui permettait de pilonner les lignes allemandes avec une très grande précision. Pour repérer les cibles avec certitude, le tir était guidé par un observatoire aménagé dans un arbre. On utilisait ce genre d'arbre pour faire un observatoire. Et on peut remarquer encore les traces des marches en fer qui sont dedans. L'arbre a continué à grossir depuis 1916, mais certaines sont encore visibles, les autres ont été absorbées par l'arbre. On pouvait aussi utiliser comme observatoire les clochers des églises.
Et c'est ce qui s'est passé à Rouvres. Le canon d'Herméville a tiré sur le clocher où il y avait les observateurs allemands. Lors de l'avancée allemande sur Verdun, ordre est donné dans la nuit du 24 au 25 février de tirer les munitions restantes, de saboter le canon et d'évacuer pour ne pas se retrouver isolé. Le lieutenant de vaisseau Courteville fera tirer 80 sur les 200 obus restants avant de le saboter. Les Allemands récupéreront le site et utiliseront les bunkers à leur fin. Ce qui se passe d'un côté de la ligne de front se passe également de l'autre côté. Et l'Allemagne a aussi ses sites secrets. Ça, c'est un canon 305. Ça t'envoie des suppositoires de 30 cm. Près de la commune de Duzé, dans le bois de Waffremont, à 25 km au nord-est de Verdun, se trouve un des rares sites de canons lourds à longue portée, installés par les Allemands durant la Première Guerre mondiale. En effet, le site abrite la cuve ayant accueilli un canon de marine, le Langer Max. Le canon implanté à l'origine fut fabriqué par Krupp pour équiper un cuirassé de la marine allemande. La cuve qui avait accueilli le canon a une profondeur de 4 mètres et un diamètre de 23 mètres. Maintenant, la cuve du canon, c'est une véritable piscine. Ça, c'est gorgé d'eau. Il n'y a pas eu d'entretien, forcément. Mais tu as des galeries en dessous pour pouvoir se protéger et pour pouvoir alimenter le canon en munitions. Dès l'automne 1914, les Allemands projettent de mettre en place des pièces à forte puissance et à longue portée pour mener le siège des villes et places fortes françaises que l'invasion a mises à leur portée. Et c'est le cas de Verdun, entouré par 2/3 de la 5e armée allemande. Pour cela, des canons de marine en cours de test pour doter des cuirassés de nouvelle génération sont utilisés. Avec un calibre de 38 cm et une portée maximale de 45 km, ces 38 SLK 45, baptisés Langer Max, surclassent la plus puissante pièce terrestre, notamment les fameuses grosses Bertha de 42 cm. Dès décembre 1914, 2 pièces sont déployées non loin de là, à la ferme de Sorel et à Loison. En septembre 1915, c'est au tour du Max de Duzé d'être installé sur un nouveau type de plateforme plus performant, au sein d'une véritable base d'artillerie. Pour cela, on aménage un profond hémicycle en béton armé, tel un pont de navire, avec en son centre le pivot sur lequel reposent les 220 tonnes du canon et de son affût. Cette disposition sur pivot rotatif permet de tirer dans toutes les directions. Et il est désormais possible de dresser le canon, 17 mètres de long pour 77 tonnes, simplement le canon, à 45 degrés, afin d'atteindre une portée de 45 km. Les munitions sont acheminées par wagonnets, avec la poudre. Et là, on est sur l'entrée des munitions qui arrivait par train. L'impressionnant complexe, à l'instar des cales de navires, y est déployé. Abris de commandement, tunnel atelier pour le stockage sécurisé des obus et la préparation des charges de poudre, voie ferrée pour l'acheminement des matériels et des munitions, et en retrait, logement pour les ingénieurs et les commandos de marine, chargés d'activer la batterie. Afin de préserver le secret du site, on y a multiplié les camouflages, et des pièces d'artillerie voisines sont chargées de tirer en même temps pour camoufler la flamme et le panache de fumée de la pièce. Ça, c'est un obus de 380, comme ce que tirait le canon qu'il y avait dans la cuve. Ça fait quasiment 2 mètres de long. Pendant longtemps, les canons Max resteront
des canons fantômes. On a l'emplacement de la deuxième cuve qui a commencé à être construite pour un deuxième canon. Sauf que 1917 est arrivé et ce canon qui devait tirer sur Verdun, ils se sont tus. On les a démontés pour les emmener vers Paris. Et ce site qui était secret, parce que le but du jeu, comme les canons tiraient jusqu'à 40 km, c'était de ne pas se faire repérer au moment des tirs. Au moment du tir, la flamme allait jusqu'à 15 mètres à la sortie du canon. Et cette base secrète de la bataille de Verdun a été oubliée. Et il reste encore ces sacs de ciment pour la consolidation et l'achèvement de la deuxième cuve. Il est 7h15 en ce 21 avril 1916. Et c'est de cette batterie que le premier tir d'obus sur la ville de Verdun qui donnera le top départ pour le Trommelfeuer qui va suivre. 20 février, une journée tranquille dans la zone de Verdun. Pendant ce temps, le GQG, le grand quartier général allié, prépare la grande offensive de printemps dans la Somme, depuis décembre 1915. Une offensive française, soutenue par les Britanniques. Dernière offensive qui doit amener la paix. Mais c'est sans compter sur l'Allemagne, qui, de son côté, prépare également la dernière offensive, qui doit amener également la paix. Le Kronprinz Wilhelm, fils du Kaiser Guillaume II, à la tête de la 5e armée allemande, reconnaissable avec son Kolbach à tête de mort, la Totenkopf, héritage des mirlitons noirs du nouveau 5e régiment de hussards prussiens du XVIIIe siècle. Un signe qui sera repris par les Schutzstaffel, les SS, devenu très rapidement un des signes d'identification de cette organisation. Cette attribution est confrontée par le fait que cette organisation dénommée Unité Tête de Mort est de 6 subdivisions chargées du système concentrationnaire. Il fut également l'insigne d'unité de la 3e Panzer-Division SS Totenkopf, unité combattante de la Waffen-SS. Bien que le Kronprinz fasse forte impression avec son Kolbach des hussards à tête de mort, ce bonnet de fourrure orné d'un crâne menaçant, les Français l'appellent le Comprince, les Anglais le Kronprinz, et sera dans les années 30 un sympathisant du NSPAD, futur parti nazi. Les Allemands avaient le choix pour leur offensive, Belfort entre autres, mais Verdun a une signification affective particulière pour les Allemands. C'est là qu'en 843 a été partagé l'Empire de Charlemagne, comme une référence de l'histoire française et allemande. Depuis, les deux pays se sont bien souvent disputés la place, en 1792 et en 1870. Les Allemands savent bien que Verdun est étranglé depuis la fin septembre 1914. Le ravitaillement de Verdun ne peut se faire que par la route de Bar-le-Duc, ainsi que par une petite voie ferrée d'1 mètre d'écartement, ce qui est bien insuffisant pour alimenter une bataille de grande envergure. Le 21 février 1916, à 4 heures du matin, un obus de 380 est tiré par le Langermax de Douzé, qui explose dans la cour du palais épiscopal de Verdun. Ce n'est qu'un tir de réglage. À 7 heures, les Français ne se doutent pas de l'avenir. 15 minutes plus tard, les 1257 canons allemands déversent un déluge de feu, le Trommelfeuer. Les obus s'abattent sur les tranchées françaises du village de Malancourt jusqu'à la plaine de la Wavre, ainsi que sur la ville de Verdun.
Les bois d'Oumont, de Ville et de l'Herpois sont dévastés ainsi que le bois des Corps. Les arbres sont arrachés, volent en l'air sous les coups des plus gros obus. Les boyaux, les tranchées sont pulvérisés. Les hommes attendent, prostrés dans leurs abris, en espérant qu'ils ne s'effondrent pas. Au début d'après-midi, le tir redouble d'intensité. C'est un véritable enfer. Certains soldats français vont s'endormir pendant cet ouragan d'obus. Pas de fatigue, mais parce que leur cerveau s'était mis en pause pour ne pas devenir fou. À 16 heures, le tir cesse enfin sur la ligne de front, mais l'artillerie va allonger le tir sur les deuxièmes lignes. Environ 1 250 000 obus ont été tirés dans la journée. Le vacarme et le martèlement du sol ont été tels que le général Passaga dit avoir entendu le bombardement depuis son PC dans les Vosges, situé à 160 km. Puis, c'est au tour de l'infanterie de rentrer dans la bataille. Direction le Bois des Corps. Les 1330 chasseurs à pied du lieutenant-colonel Drian, député de Nancy, le protégeant sur la ligne de front. Les autres en deuxième et troisième ligne. Ils subissent les 80 000 obus jusqu'à l'attaque de l'infanterie allemande. Un obus toutes les 2 secondes, pendant 9 heures. Le Bois des Corps va être retourné, labouré, déchiqueté. Les arbres hachés. Les lignes de défense vont être entièrement détruites. Les tranchées pulvérisées, retournées. Le terrain est méconnaissable. Au vu de l'intensité du pilonnage, les 10 000 Allemands qui s'avancent vers le Bois des Corps marchent pratiquement fusil à l'épaule. Pour eux, plus une seule âme qui vive sur ce sol lunaire. Mais sans compter sur les chasseurs à pied de Drian. Les 400 chasseurs restants vont résister. Les chasseurs ne se rendent pas. Leur sacrifice va donner à l'état-major français le temps nécessaire pour organiser une contre-offensive. Le lendemain soir, son devoir accompli, Drian ordonne à ses chasseurs survivants de se replier. Drian, ses officiers et 120 chasseurs reculeront. Certains seront prisonniers. Drian, lui, tombera vers 15 heures, frappé d'une balle dans la tempe. Il est tué comme 1700 de ses 2200 chasseurs. Dans la soirée, une dizaine d'officiers et environ 110 chasseurs se rassemblent à Vacheroville. Pendant que les obus sifflent, que la terre tremble et les blessés s'entassent, une voiture se rapproche au plus près du champ de bataille de Verdun. À son bord, une femme de 48 ans qui vient tout juste d'avoir son permis de conduire, et sa fille, Irène, qui n'a pas encore 18 ans, assise à côté. Que vient faire une femme avec sa fille et sa voiture si proche de la guerre? Une certaine Maria Sklodowska, prix Nobel de physique et de chimie, plus connue sous le nom de Marie Curie, et sa voiture de tourisme transformée en voiture radiologique. Celle qui sera appelée les Petites Curies en 1938. Dans la biographie qu'Ève, la fille cadette de Marie, a écrit sur sa mère. Cela fait déjà 2 ans qu'elle parcourt les champs de bataille, mais maintenant, elle peut conduire une petite Curie seule. La radiographie permet des opérations plus sûres et plus rapides. Ainsi, elle a sauvé elle-même 1 millier de poilus. On dit qu'elle a aidé plus d'1 million de soldats avec ses appareils à rayons X pour localiser et traiter les éclats d'obus dans leur corps. Contrairement au mythe populaire, ce n'est pas Marie Curie qui a inventé les voitures radiologiques, mais celle-ci est envisagée très tôt, après la découverte des rayons X. La radiologie mobile se déplace d'abord à dos de mulet. Son utilisation est attestée près du front dès la guerre des Indes, en 1897, la guerre au Soudan et la guerre hispano-américaine en 1898, la guerre des Boers en 1899 ou encore la guerre russo-japonaise
en 1904. Avec l'essor de l'industrie automobile au début du XXe siècle, l'idée d'un équipement motorisé apparaît. La société Geiff fut la première à présenter un modèle en 1904. Le moteur du véhicule actionne une dynamo qui produit l'électricité nécessaire au fonctionnement du matériel médical. Marie Curie va former 150 personnes en manipulation radiologique. Après la guerre, elle rejoindra son laboratoire pour développer le traitement des tumeurs cancéreuses par radiation. Une méthode thérapeutique qui va révolutionner l'oncologie. Marie Curie décède le 4 juillet 1934 d'une anémie aplasique, due à son travail sous radiation, une maladie sanguine rare qui survient lorsque la moelle osseuse ne produit pas suffisamment de nouvelles cellules sanguines pour que le corps fonctionne normalement. À sa mort, son corps était tellement radioactif qu'elle a dû être placée dans un cercueil doublé de plomb. Cependant, personne ne le savait jusqu'en 1995, lorsque son cercueil fut exhumé. Marie Curie reposait dans un triple cercueil. Un extérieur en bois, puis un intérieur en plomb, avec des parois de 2,5 mm d'épaisseur, et puis un troisième cercueil en bois dans celui de plomb. Le corps de Marie était très bien conservé, on peut même dire momifié, avec seulement de faibles niveaux de radiation. Cependant, 100 ans après, une grande partie de ses biens, notamment des meubles, des livres de cuisine, des vêtements et des notes de laboratoire, sont toujours hautement radioactifs. Certains objets sont conservés dans des boîtes plombées à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Albert Einstein dira « Marie Curie est, de tous les gens célèbres dans le monde, la seule qui n'est pas pourrie par la célébrité. » Mais en quelques jours, les Allemands progressent de pratiquement 8 km dans cette verrue qu'est la zone de Verdun. La cible, un fort. Le fort de Douaumont, ce géant au pied d'argile, va tomber. Le 25 février, à 17h, alors que le soleil se couche, une compagnie du 24e régiment d'infanterie allemand, commandée par le lieutenant Brandy, se trouve à 700 mètres du fort de Douaumont. De ses positions, elle aperçoit à l'horizon la silhouette imposante du fort. Aucune activité ne semble l'animer. Aucun obus n'est lancé de ses canons. Il semble complètement inerte au milieu de la bataille. Il aura fallu 1 heure aux Allemands, sous la neige, pour accéder aux abords du fort, jusqu'à la grille de Contrescarpe. Là, le sergent Kunz, avec ses hommes, trouve une brèche dans les grilles du fort créée par un obus. Il y glisse un poteau télégraphique et descend le mur de Contrescarpe, sans subir aucun coup de feu. Les Allemands rentrent, presque comme chez eux, dans le fort de Douaumont. En débouchant dans la cour centrale, ils tombent sur quelques territoriaux, sans armes et complètement ébahis. Il n'a fallu que 20 minutes pour que l'ouvrage soit désormais aux mains des Allemands, et sans coup férir. Les 57 territoriaux sont prisonniers. L'événement a immédiatement un retentissement considérable. La propagande allemande s'emploie à en faire une victoire décisive dès le lendemain. Les cloches sonnent en Allemagne, on fait la fête. Leurs drapeaux flottent partout pour la victoire. Comment un fort, qui est la pierre angulaire de la défense de Verdun, a-t-il pu tomber aussi facilement? Simplement à la suite d'un décret de 1915 qui demande à désarmer les forts pour récupérer les canons. L'armée française manque de munitions et de pièces de gros calibre, alors que les fortifications regorgent des deux. On peut légitimement se poser la question, l'avancée allemande aurait-elle été la même avec les 19 forts autour de Verdun armés de leurs canons
et de leurs troupes. Mais ça ne s'est pas passé comme cela. Et il faudra attendre le 24 octobre pour la reconquête de ce fort par les troupes françaises. Au soir de ce 25 février, l'état-major va nommer en catastrophe un général qui, au début de la guerre, était un colonel qui allait partir à la retraite, Philippe Pétain. Le général Pétain va appliquer le tourniquet. Entre 75 et 80% des divisions françaises vont passer par Verdun, avec une rapidité de succession qui en est assez importante. Certains soldats vont demander à changer d'unité pour monter au front de Verdun. Si on n'a pas fait Verdun, on n'a pas fait la guerre. Côté allemand, sur la bataille de Verdun, les unités vont rester les mêmes et elles seront complétées en hommes au fur et à mesure des pertes. Le talon d'Achille de la défense française, à Verdun, réside dans les communications avec l'arrière. De fait, elles sont réduites à un chemin de fer à voie étroite, appelé le Meusien, et une route départementale sommaire. On pense souvent que c'est Pétain qui met en place le florilège de camions sur cette petite départementale. Or, dès le 18 février, avant même l'offensive, le capitaine Douminc va organiser et imposer des règles de circulation drastiques. Il est interdit à tout véhicule civil, hippomobile, de doubler, de stationner. Tout véhicule en panne est poussé dans le fossé, avec un rythme de passage imposé, un camion toutes les 30 secondes à une vitesse de 25 km/h. 8000 camions circulent jour et nuit pour acheminer troupes, vêtements, vivres et munitions, et pour évacuer les blessés en redescendant. 2000 territoriaux, surnommés les terribles toriaux, entretiennent et comblent les nids de poules tous les jours. Cette route reliant Bar-le-Duc à Verdun sera baptisée plus tard la Voie sacrée par Maurice Barrès, en référence de la Via Sacra des anciens Romains. À peine installé, Philippe Pétain convoque le capitaine Charles Tricorneau de Rose, le commandant de l'aviation de la 5e armée. « Rose, je suis aveugle, balayez-moi le ciel », lui lance-t-il. Le 31 mars, grâce à l'action du commandant Tricorneau de Rose, les Français gagnent, courant avril, la maîtrise du ciel, en soutien aux batailles terrestres, ce qui va faire aussi naître les as de l'aviation, des noms qui résonnent encore dans nos mémoires ou totalement oubliés, comme le Baron Rouge, Manfred von Richthofen, aux 80 victoires aériennes, ou son frère Lothar, en possédant 2 fois moins, mais aussi un certain Hermann Göring, avec 22 victoires, le même qui deviendra le bras droit d'Hitler. Les Français ne sont pas en reste. Pour devenir un as, il faut 5 victoires homologuées. Et pour que la victoire soit homologuée, il faut la destruction de l'avion ennemi constatée par un témoin indépendant, tel qu'un observateur d'artillerie, un fantassin ou un autre pilote. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. La première victoire aérienne arrive rapidement pour la France. Le 5 octobre 1914, le sergent Joseph Franz et son observateur, Louis Queneau, abattent un avion allemand à la carabine. Parmi les as français, on peut compter René Fonck, avec 75 victoires homologuées, Guinemer, ou Ningesser, avec son emblème reconnaissable, un cœur noir, un cercueil, 2 chandelles et une tête de mort, qui sera porté disparu mystérieusement en essayant de traverser l'Atlantique à bord de l'Oiseau Blanc, en mai 1927, 12 jours avant Lindbergh et son Spirit of Saint-Louis. Une énigme de l'histoire aéronautique. Si elle est élucidée, ce sera un Français qui aura traversé l'Atlantique. Bien sûr, il y a aussi celui qu'on a appelé la sentinelle de Verdun, Jean Navarre. S'attaquant aux avions allemands, quel que soit le nombre, oubliant très souvent de demander l'autorisation de décoller, il n'hésite pas à divertir les soldats dans les tranchées de Verdun avec des démonstrations de vol.
quand il n'y a pas d'avion allemand à se mettre sous la dent. En mai 1916, il est le premier pilote français à compter 10 victoires homologuées et terminera la guerre avec un tableau de chasse de 12 victoires. Pilote un peu fou, il projetait de réaliser un coup d'éclat à l'occasion du défilé de la victoire du 14 juillet 1919, passé sous l'Arc de Triomphe, avec son avion. Mais il décède 4 jours plus tôt, dans son avion, heurtant le mur d'une ferme. L'exploit, lui, sera réalisé le jeudi 7 août 1919 par Charles Godefroy. Mais d'autres noms vont rentrer dans la légende de l'aéronautique, et pas des moindres. Chapman, Prince, Thaw, Rockwell, Lufbery ne vont pas démériter, loin de là. C'est Norman Prince, un Américain d'une famille aisée, âgé de 28 ans, qui convainc le gouvernement français de créer une escadrille composée de pilotes américains, volontaires. Alors que les États-Unis n'ont pas encore rejoint le conflit, qui conservent une position strictement neutre et interdisent à leurs ressortissants de s'engager dans les armées européennes sous peine de déchéance de citoyenneté. Mais certains jeunes Américains désirent malgré tout faire leurs preuves, notamment du côté français. Pour ne pas subir de sanctions de leur pays, 2 solutions. Soit intégrer le corps d'ambulance américaine et étant non combattant, soit la Légion étrangère. C'est pour celle-ci que la plupart opteront et connaîtront les tranchées. Ainsi, le 18 avril, est créée la 124e escadrille sur Nieuport, la N-124, l'escadrille américaine, sous le commandement du capitaine Georges Thénault et son second, le lieutenant Alfred Delage de Meux. Puis l'escadrille américaine est déployée pour la première fois le 20 avril 1916 à Luxeuil-les-Bains, avec 8 Nieuport et 8 aviateurs. William Thaw, Kiffin Rockwell, Bert Hall, Norman Prince, Elliot Godwin, Victor Chapman et James McConnell. Le 18 mai, Kiffin Rockwell apporte sa première victoire à l'escadrille en abattant un avion allemand. Après chaque victoire, la compagnie a pris pour tradition de partager une goutte d'une bouteille de whisky de 80 ans d'âge. En juin, elle s'installe à Bar-le-Duc pour prendre part à la bataille de Verdun, où elle remporte 13 victoires homologuées en 146 combats. Jusque-là, on ne compte que quelques blessures sur 4 pilotes. Pourtant, elle déplore en ce mois son premier pilote mort au combat, Victor Chapman. Cela sera bientôt le tour de Kiffin Rockwell et de Norman Prince. Au fil des mois et des combats, l'escadrille grossit et va voir intégrer le futur as Raoul Lufbery, avec 17 victoires homologuées, dont 16 au sein de l'escadrille. Elle compte bientôt une quinzaine de pilotes, et l'as français Charles Ningesser l'intègre durant quelques semaines à l'été 1916. En octobre, l'escadrille va s'affairer d'une tête de Séminole, qui sera transformée plus tard en tête dessus, pour emblème officiel. On est en 1916. Et non, ce n'est pas une croix gammée, c'est une svastika. Le parti nazi n'est pas encore créé. L'escadrille va s'illustrer sur le front de Verdun, de Somme, de l'Aisne, de Champagne, de Flandre. En décembre 1916, l'Allemagne se plaint auprès des États-Unis que cette unité, dont la renommée est grandissante, est contraire à la neutralité affichée des Américains. L'escadrille est alors renommée. Il vient alors
tout simplement à l'esprit un nom. Lafayette, du nom du Français qui s'était battu pour les Américains pendant la guerre d'indépendance. Mais il faut à l'escadrille une mascotte. Il y avait bien le chien du capitaine Thénault, mais il fallait quelque chose de plus exotique. C'est en rentrant de permission de Paris que William Tell ramène un lionceau. On va l'appeler naturellement Whisky. Mais il lui faut une compagne. Et on va lui trouver une lionne que l'on va appeler naturellement Soda. Le succès et la notoriété grandissant, le nombre de demandes de volontaires américains grandit. Il va être donc créé le Lafayette Flying Corps. Ainsi, ceux-ci vont pouvoir voler dans d'autres escadrilles. Tous les pilotes américains, dont ceux de l'escadrille Lafayette, seront regroupés dans le Lafayette Flying Corps, ainsi que le premier pilote noir. Je m'appelle Eugène James Bullard. Je ne suis qu'un simple garçon d'ascenseur au Rockefeller Center en cette année 1961. Mais qui croirait, en me voyant, que j'ai eu un destin exceptionnel et digne d'un film hollywoodien. Moi, un simple garçon d'ascenseur. Oui, aujourd'hui. Mais qui pourrait deviner, quand je demande aux gens à quel étage je les emmène, que j'étais garçon d'écurie, jockey, boxeur, artiste de music hall, batteur de jazz, agent secret et pilote de chasse. Je suis né en 1895, dans le sud-est des États-Unis, dans l'État de Columbus, en Géorgie. Mon père, William, issu d'une famille d'esclaves de Martinique, et enfant d'ex-esclaves, travaillant toujours chez ses anciens propriétaires, dans un pays qui nous a toujours rejetés, même après l'abolition. Après le décès de ma mère, je n'ai alors que 7 ans. Je ne veux plus vivre ici, dans un pays où j'étais moins considéré qu'une bouteille de whisky. Je me promets de rejoindre le pays que mon père m'a tant souvent parlé. Un pays où les hommes sont jugés à ses mérites et non jugés pour leur couleur de peau, où les Noirs sont traités à égal avec les Blancs, où l'esclavagisme a été aboli il y a bien longtemps. La France. À 8 ans, c'est décidé. Il est temps de rejoindre ce pays de l'autre côté de l'Atlantique. Je traverserai les États-Unis aux côtés de gitans, apprenant l'équitation. Ces gens que les autres Américains méprisent m'ont traité comme leur égal. Puis j'arrête ma vie de voyage à Dawson, chez la famille Zachariah Turner, pour lesquels je suis garçon d'écurie, puis jockey. En 1912, j'embarque depuis Norfolk, en Virginie, à bord du Matarus, un bateau à vapeur allemand, en partance pour l'Écosse. En arrivant sur le sol britannique, j'enchaîne les petits boulots, comme décharger de la viande, cible vivante dans une foire ou serveur dans les bars. Je pousse par hasard la porte du Chris Baldwin Gymnasium et découvre la boxe. Je m'entraîne comme un acharné et je gagne mon premier combat pro la même année. Fin novembre 1913, j'ai alors 17 ans. Je débarque pour mon premier match à Paris, à l'Élysée-Montmartre. Seigneur, que c'est beau. Les rues pavées, les bistrots, cela paraît si paisible. Il me faut 20 rounds avant de mettre mon adversaire KO. Je suis devenu la star du moment. Moi, le petit noir méprisé dans la nation de la liberté. Je suis une star dans la vieille nation de la Révolution. Je me mets alors au français et m'installe à Paris. Mais peu à peu, les salles d'entraînement se vident. La France rentre en guerre. Nous sommes en 1914. La réalité vient de frapper plus fort qu'un chaos. Au front, les hommes tombent. Je veux m'engager et combattre pour protéger ce pays
où je me suis installé. Une seule solution pour un Américain, la Légion étrangère. Et j'y suis alors accueilli les bras ouverts. Et pourquoi me refuserait-il? Sûrement pas pour ma couleur de peau. Je suis envoyé dans les tranchées avec le 3e régiment de marche du 1er régiment étranger, où je vais devenir le compagnon d'armes de l'écrivain Blaise Cendrars. Direction la Somme, puis en Champagne, où Blaise est grièvement blessé et amputé du bras droit. Je fais partie des 54 survivants de mon régiment, sur 250 engagés. Quasiment tous disparus en une journée. En 1915, je suis promu au 1er régiment de la Légion étrangère, avec le reste de mes camarades qui ont survécu. Puis au 170e régiment d'infanterie, ceux que l'on appelle les hirondelles de la mort. Et moi, on me surnomme l'hirondelle noire de la mort. Moi, Américain noir, aux côtés de mes nouveaux frères français. Je n'en reviens pas de la violence engendrée dans cette guerre. Comme chacun de mes compagnons, je balance entre la terreur et la fureur. Le 22 février 1916, j'arrive à Verdun. Un massacre comme je ne l'avais encore jamais vu. 11 jours plus tard, je suis blessé à la mâchoire et à la jambe, puis emmené à l'Hôtel-Dieu à Lyon. On me remet la croix de guerre, mais impossible de retourner au front. Pourtant, il est hors de question pour moi d'abandonner tous mes camarades là-bas. Pendant mon rétablissement, je parie $2000 avec un ami que je serai pris dans l'aviation. Bingo! Je deviens mitrailleur, puis élève pilote, et célèbre mon brevet numéro 6950 avec des amis à Paris. Je me souviens. À minuit, tous les Américains de Paris savaient qu'un noir américain du nom d'Eugène Bullard, né en Géorgie, avait obtenu son brevet de pilote militaire. Puis je rejoins le Lafayette Flying Corps en étant affecté au 5e groupe de chasse à la N93. Je deviens ainsi, avec le Martiniquais Pierre Réjon, le Jamaïcain William Robinson Clark et le Turc Ahmed Ali Shellington, l'un des premiers pilotes de chasse noirs de l'histoire, et le premier à se battre pour la France. À Paris, où je deviens un héros de guerre respecté. Comme tout bon pilote, il me faut une mascotte. J'adopte un petit singe, Jimmy, que je porte dans ma veste, même en plein vol. Comme mes frères d'armes, je peins une devise sur le fuselage de mon avion. Tout sang coule rouge, avec lequel j'abats 2 avions ennemis. Je mérite bien le surnom d'hirondelle noire de la mort. En avril 1917, les États-Unis s'engagent dans la Première Guerre mondiale. Je pense donc pouvoir me battre sous les couleurs de mon pays, comme tous les Américains déjà engagés à l'étranger. Je suis censé être automatiquement promu lieutenant en rejoignant l'armée américaine. Je fais donc tout simplement ma demande en août 1917. Mais je me trompe fortement. C'est sans compter sur le docteur Edmund Gross, expatrié américain et chirurgien à l'hôpital américain à Paris, qui est en charge du recrutement des pilotes. Il a décidé de ne pas me laisser voler à cause de ma couleur de peau. Ce médecin fait tout ce qui est en son pouvoir pour me démettre de mes fonctions. Et il y parvient. Le 11 novembre 1917, un an avant l'armistice. L'armée des États-Unis est soumise à une ségrégation aussi stricte que le reste de la société américaine. Les recrues de couleur sont affectés à des travaux manuels. Les soldats noirs n'ont pas la possibilité de gravir les échelons ou de se battre en première ligne. Je suis rétrogradé au 170e régiment d'infanterie pour une raison totalement bidon, ma blessure de guerre antérieure. La démobilisation arrive, puis je m'installe à Paris.
Ce sont les années dorées où je deviens l'une des figures majeures de la communauté noire américaine et des nuits parisiennes de l'entre-deux-guerres. Je deviens batteur de jazz dans les nightclubs de Pigalle. En 1923, la vie est belle. Je me suis marié avec Marcel, la fille d'une comtesse rencontrée quelques années plus tôt. J'ai même un appartement avec vue sur la Tour Eiffel et 2 filles, Jacqueline et Lolita. Se marier avec une femme blanche, avec qui j'ai 2 filles, un crime qui m'aurait valu une condamnation et très certainement la mort par lynchage dans mon pays d'origine. À l'automne 1924, je deviens propriétaire du Grand-Duc, ce petit bistrot le plus en vue de la capitale. Chaplin, Picasso, Mistinguett, Fitzgerald, Man Ray, Hemingway ou le prince Édouard VIII s'y encanaille. Puis, je rachète l'Escadrille, un bar où je me lie d'amitié avec Joséphine Baker, Louis Armstrong, Salvatore Dali. Mais je rachète aussi un club de boxe, le Bullard Athletic Club. Mon père serait si fier de moi. En 1928, le mémorial Lafayette, inauguré à Marne-la-Coquette, Edmund Gross, président du conseil d'administration de l'association du mémorial, projette de faire graver les noms des pilotes du Lafayette Flying Corps, à l'exception du mien, provoquant un tollé parmi les anciens pilotes américains. Finalement, seul le nom des aviateurs morts au combat seront inscrits sur le monument. En 1935, Marcel me quitte sans laisser d'adresse. Je me retrouve seul avec Jacqueline et Lolita. Ces années dorées se terminent avec le bruit de bottes qui marchent sur l'Europe. Mes clients, ces riches étrangers, quittent Paris. Je dois fermer mon club, ma salle de sport. Comme je parle allemand, je travaille pour les services du contre-espionnage français, mais dois quitter la capitale en 1940. Je crains de me faire capturer par les nazis, m'engageant une nouvelle fois à 46 ans pour servir la France, au 51e régiment d'infanterie, mais blessé grièvement au cours de la campagne de 1940. Je suis rapatrié aux États-Unis en passant par l'Espagne, avec mes 2 filles. J'aurais espéré un meilleur accueil de la part de mes compatriotes à New York. À New York, tous les vétérans sont accueillis à bras ouverts, avec une chambre d'hôtel. Pas moi. Et quand je reçois l'invitation officielle pour un dîner en l'honneur des membres de la Légion étrangère, celui-ci est suivi d'un mot anonyme, me signifiant que ce serait mieux si je ne venais pas. La ségrégation à New York, comme en Géorgie, va bon train. Les altercations nombreuses. Je me fais tabasser par les mafias racistes et la police. Je deviens un ardent militant de la France libre, soutenant l'action de l'organisation gaulliste France Forever. Je suis plus étranger ici, un parfait inconnu dans mon propre pays, un inconnu bardé de médailles. Je vis misérablement en enchaînant les petits boulots. Mon dernier travail, un garçon d'ascenseur au Rockefeller Center. Je suis redevenu un anonyme, même si je porte fièrement toutes mes médailles sur ma poitrine. En 1954, la France m'invite à revenir à Paris pour allumer la flamme de la tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe. On m'invite à déclarer quelques mots. J'en avais presque oublié qu'ici, nous étions en France. Moi aussi, j'ai le droit de parler. La France m'a donné la vraie signification de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je ne pourrai jamais lui rembourser tout ce que je lui dois. En 1959, je reçois la Légion d'honneur. La France ne m'a pas oublié. En décembre 1959, Dave Garroway m'interviewe dans l'émission Today Show de NBC.
et reçu de centaines de lettres de téléspectateurs. Je porte fièrement mon uniforme de garçon d'ascenseur. Une interview qui a permis de mettre en lumière mon histoire, jusque-là méconnue du grand public américain, et de soulever des questions sur le racisme et la reconnaissance tardive de mes exploits aux États-Unis. En 1960, le général de Gaulle, en visite aux États-Unis, lors d'une réception sur Park Avenue, j'ai été reçu en compagnie de mon ami Joséphine Baker. Le général dira que je suis un véritable héros français et m'a même pris dans ses bras, ému par les honneurs qui m'étaient rendus. Peu après, je rédige mes mémoires, qu'aucun éditeur américain ne souhaitera publier. Ce texte sera mon testament. Il meurt à New York en octobre 1961, inhumé dans son uniforme de légionnaire, avec tous les honneurs militaires par des officiers français, dans le carré des anciens combattants français du cimetière de Flushing, dans le Queens, à New York. Il avait 66 ans. En 1917, après l'entrée en guerre des États-Unis, les pilotes vont continuer à voler avec l'escadrille sous commandement français et s'engager dans le Lafayette Flying Corps jusqu'en décembre. Puis, l'escadrille est transférée sous le commandement américain. Les mascottes, whisky et soda, furent confiées à un zoo parisien. La plupart des aviateurs sont transférés dans l'armée américaine. Mais certains sont refusés, comme Eugène James Bullard, à cause de sa couleur de peau. D'autres préfèrent continuer à servir auprès de leurs camarades français. Aujourd'hui, un mémorial rend hommage aux 267 pilotes américains, dont ceux de l'escadrille Lafayette, avec ses 38 vaillants, et au Lafayette Flying Corps. Il est situé dans la forêt de Saint-Cloud, à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine. Le mémorial regroupe 68 sarcophages, dont 68 Américains morts avant la fin de la guerre, et 2 Français. Le lieutenant-colonel Thénault, premier chef de l'escadrille, et le général Brocard, commandant du groupe de chasse, dont l'escadrille Lafayette faisait partie. Ils ont choisi d'être enterrés aux côtés de leurs camarades américains dans la crypte du mémorial, marquant ainsi le lien très fort unissant la France et les États-Unis. Avril 1916, les collines de Verdun résonnent du fracas incessant des obus. La terre tremble sous les explosions, soulevant des nuages de poussière et de fumée qui obscurcissent le ciel. Au cœur de cet enfer, 2 positions résonnent encore sur la rive gauche de la Meuse. Le Morhomme et la côte 304. Ces positions stratégiques convoitées deviennent le théâtre de combats acharnés. Le 9 avril, les Allemands lancent une offensive féroce, déterminée à s'emparer des sommets nord. Les soldats français, dans leurs tranchées, résistent avec une bravoure inébranlable. Les combats sont d'une violence inouïe, chaque mètre de terrain disputé avec acharnement. Malgré leur courage, les Français sont contraints de céder du terrain, et le sommet nord du Morhomme tombe entre les mains ennemies. En mai 1916, les Allemands contrôlent la côte 304 et le Morhomme, sur la rive gauche de la Meuse. Le fort de Vaux, situé sur un plateau dominant la plaine du Wavre,
devient un objectif crucial pour leur avancée vers Verdun. L'étau se resserre autour de Verdun. Le général Pétain, artisan de la résistance acharnée, est remplacé par Robert Nivelle. Pétain, promu commandant des troupes d'armée du centre, laisse derrière lui des hommes épuisés, mais déterminés à défendre leur patrie. Le 1er juin, le fort de Vaux est isolé. Un bombardement massif de 8000 obus s'abat sur l'ouvrage, suivi d'un assaut terrestre le 2 juin, à 2 heures du matin, par la 50e division allemande, composée de 15 000 hommes. Ils vont réussir à rentrer dans les galeries étroites du fort, par les coffres de contre-escarpe, déclenchant des combats au corps à corps, à la grenade, à la baïonnette, au lance-flammes et à la pelle. 600 défenseurs français, dans un ouvrage surchargé conçu pour 250 hommes, commandé par le commandant Raynal, résistent malgré l'étroitesse des galeries et le manque d'eau. Pendant une semaine, ils repoussent les assauts ennemis, malgré le manque de munitions et l'épuisement. Le 7 juin, après 6 jours de siège, les 250 survivants français, assoiffés, à bout de force et épuisés, se rendent laissant derrière eux un symbole de courage et de sacrifice. Les Allemands vont leur rendre les honneurs militaires pour leur bravoure. Le 23 juin, les Allemands lancent leur plus grande offensive, espérant porter le coup de grâce à Verdun. Mais à froid de terre, ils se heurtent à une résistance farouche. Les Français, galvanisés par l'exemple de Vaux, tiennent bon. Cette bataille marque un tournant. Les Allemands perdent l'initiative et l'espoir renaît dans les rangs français. Malgré leur supériorité numérique, ils n'ont pu percer le front français. Juillet 1916, l'ultime offensive allemande contre Verdun échoue devant le fort de Souville. Cet échec sonne le glas des grandes offensives allemandes sur Verdun. Les Français ont tenu bon, au prix de sacrifices indicibles, mais ils ont prouvé leur détermination à défendre leur terre. On a tout dit sur Verdun, en vidéo, en film, en livre. Aujourd'hui, en allant voir le champ de bataille par soi-même et découvrir cette terrible histoire qui se cache sous nos pas, avec ses forêts paisibles. Mais la nature a recouvert ce sol tourmenté, troué d'obus et de tranchées. Pourtant, les traces de ces combats demeurent. Peut-on s'imaginer la tragédie qui s'est jouée ici, il y a plus de 100 ans ? Peut-on s'imaginer l'enfer quotidien ? Car aucune vidéo, aucun film, aucun livre, aucune visite sur les lieux ne pourront transcrire ce que les soldats ont réellement vécu sur ce champ de bataille. Sentir les odeurs, l'hygiène, la peur, le bruit, les cris, les gémissements, le froid, le chaud, ou cette faim et cette soif, tenaces, quotidiennes. Pourtant, qu'ils soient français ou allemands, le sort et les conditions de vie, de combat, même la mort, sont identiques. La première épreuve, la montée en première ligne. Pour les Français, on monte au front par des boyaux qui sont entre la ville de Verdun et le champ de bataille espacé de quelques kilomètres. On monte à pied, lourdement chargé. Très vite, on est exposé aux obus. Les unités peuvent mettre 4, 6, 8 heures à arriver en première ligne. La mort rôde déjà pendant cette montée en ligne. Les unités perdent déjà des hommes avec les tirs d'artillerie. L'odeur lourde et pestilentielle devient de plus en plus intense. Une odeur épouvantable qu'ils ne connaissent pas, mêlant gaz, cadavres, poudre, terre, sang. Elle peut être sentie à 15 km autour du champ de bataille. On peut tout oublier dans sa musette, sauf sa pipe. Une pipe qui permet de ne pas se faire repérer la nuit, mais aussi l'odeur du tabac pour masquer cette odeur âpre et pestilentielle. Tout le monde fume à Verdun. Côté allemand, pour ceux qui combattent sur la rive droite de la Meuse, les troupes qui montent et redescendent se croisent dans les galeries du fort de Douaumont, une étape où l'on peut se reposer. Les hommes restent en ligne entre 4 et 8 jours, selon le degré d'usure des unités.
on atteint 30% de pertes entre ces 4 et ces 8 jours. Puis passeront en seconde et troisième ligne, avant de redescendre à l'arrière-front. Quand les hommes arrivent en première ligne pour la première fois, là, ils ont en général une très mauvaise surprise. Il y a très peu de tranchées, parce que le bombardement est intense. Bombardement de jour, de nuit, un bombardement continu qui nivelle les tranchées. Les tranchées, des trous de bœufs reliés les uns aux autres. Sans aucun confort, les hommes tiennent le terrain en étant toujours exposés. La fatigue, le manque de sommeil. La nuit, il faut veiller, il faut guetter. Il faut poser des barbelés en avant des zones de combat. Creuser des niches individuelles pour avoir un peu de repos. La fatigue est extrême, à laquelle on ajoute une mauvaise qualité du ravitaillement. Avec ce bombardement intense, il arrive fréquemment que les repas chauds ne parviennent pas. Ceux qu'on appelle les hommes de soupe peuvent être empêchés d'accéder aux tranchées par les bombardements, ou bien sont tués en cours de route. Donc, on va manger ce que l'on a dans sa musette, des conserves, cette viande de singe. Le singe, un mot qui désigne la viande de bœuf, de qualité parfois douteuse, mangée avec du pain de guerre, mais aussi ce que l'on peut trouver dans les musettes des cadavres qui sont autour. On subit une autre épreuve, qui est l'épreuve de la soif. Que ce soit l'été ou l'hiver, avec le manque d'eau potable, il faut puiser l'eau dans les trous d'obus, la filtrer avec son paquet de pansements. Une eau qui a le goût de cadavre, polluée par les gaz, les explosifs, la poudre, provoquant des diarrhées et des maladies intestinales, comme la dysenterie. La vie quotidienne dans les tranchées est très difficile. Les conditions d'hygiène sont très mauvaises. La proximité d'excréments humains. On se soulage où l'on peut. Des cadavres, un obus les ensevelit, puis un autre les déterre. On ne peut donner un coup de pioche sans frapper un crâne, une jambe, un bras ou un corps. C'est un véritable cimetière bouleversé, sans compter les déchets, soit autant de sources de nourriture pour certains animaux. Ça attire des nuisibles de tous les genres. Les rats, gigantesques, attirés par la nourriture, les cadavres et les déchets, courent sur vous quand vous êtes endormi, mordent les chairs, le nez, les oreilles, mangent les vêtements et tout ce qui est consommable. On les chasse comme des lapins, on court après les rats avec des pelles, on tire dessus avec des fusils. Le commandement encourage, qui donne une modeste prime par rat éliminé. Certains aiment à exposer leur tableau de chasse. On entraîne même des chiens à devenir ratiers ou des furets. Les rats, en dehors des dégâts matériels qu'ils causent, de la répulsion légitime qu'ils inspirent, sont susceptibles de propager certaines maladies épidémiques. Ces nuées de mouches qui pullulent, provenant des macabées. Les puces qui obligent à se gratter en permanence jusqu'au sang. Même si les vêtements sont aseptisés en arrière-front, les œufs sont toujours incrustés dans ceux-ci et n'attendent simplement que l'on ne les remette pour faire signe. Les poux sont omniprésents. C'est Toto, petit surnom que donnaient les poilus aux poux. Ils infestent les cheveux et les vêtements. Bizarrement, les totos, qu'on appelle aussi Go ou la famille Gauthier, sont rapidement considérés comme des porte-bonheur par les poilus, à l'image du traditionnel fer à cheval ou du trèfle à 4 feuilles. Les objets de petite taille, comme les poux, deviennent rapidement des objets protecteurs. Mais ces parasites sont dangereux. Ils sont les vecteurs de la fièvre des tranchées, maladie infectieuse due à une bactérie, dont la transmission se fait par le poux de corps. La gale, extrêmement difficile de s'en débarrasser, rend fou à se gratter continuellement. Logé sous la peau, faisant des galeries, ce qui engendre des lésions de grattage insupportables. On a interdiction de se laver, de se déshabiller, d'enlever ses chaussures. Quand on pense aux tranchées, on pense à la boue dans laquelle doivent patauger les soldats, ce qui emmènera une nouvelle maladie, le pied de tranchée. Le pied devient pâle, moite, enflé. Il fait mal.
jusqu'au moment où il n'y a plus de douleur. Il devient insensible et froid, entraînant la gangrène. Il ne reste plus qu'à amputer. Mais le temps sec n'apporte pas forcément de répit, car c'est alors la poussière qui vient les tourmenter. Toutes ces conditions étaient source de maladies. L'insalubrité augmentait les risques de gangrène en cas de blessure. Les hommes peuvent être atteints de dysenterie, de typhus, de choléra ou de divers parasites intestinaux. La santé mentale des soldats n'était pas épargnée. La proximité permanente de la mort, les bombardements intenses, le risque permanent d'une attaque au gaz, mais aussi l'ennui les mettent à rude épreuve. Le simple fait de laisser sa tête dépasser de la tranchée est un danger de mort. Et circuler d'une ligne à l'autre expose au bombardement. Les soldats sont également impactés par la proximité des cadavres, aussi bien ennemis qu'amis, laissés là, parfois après des heures d'agonie. Nombre d'entre eux sont frappés de symptômes physiques et psychiatriques, alors qualifiés d'obusites. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agissait d'une forme de syndrome de stress post-traumatique. À côté de ces conditions de vie et de survie, il y a évidemment, bien sûr, les conditions de combat. Elles sont particulières à Verdun. Une exposition permanente à la mort. Quand on est 4 à 8 jours au front, elle marque psychologiquement les soldats. Elle les use nerveusement. C'est un stress permanent. Les cadavres sont partout. On entend les cris des blessés, le gémissement des mourants, ce côtoiement de la mort constante va accentuer cette fatigue, va accentuer cette usure nerveuse. Face à cette exposition terrible de la mort, face à l'usure physique, à l'usure nerveuse, y aura-t-il des attitudes de refus? Oui, mais elles sont rares. Et lorsqu'elles se produisent, c'est souvent dans la zone des arrière-fronts, de la part d'unités qui considèrent qu'elles sont trop peu reposées et dont on attend trop d'elles. Ce sont des unités qui considèrent qu'il est trop tôt pour elles de remonter au front et qu'on leur impose là des conditions de vie et de combat qui seront très pénibles. Le bilan de cette bataille ? 80 millions d'obus tirés, pratiquement 3 obus au mètre carré. 2,3 millions de combattants français et allemands. 1000 morts par jour. 163 000 morts et 216 000 blessés du côté français. 143 000 morts et 190 000 blessés du côté allemand. Soit un total de près de 700 000 pertes sur ce champ de bataille. Les corps de 80 000 soldats n'ont jamais été retrouvés. Verdun, c'est 3 tués, dont 2 deviendront des disparus, pour 4 blessés. Ailleurs, c'est 1 tué pour 4 blessés. Et tout cela, c'est ce que l'on appelle une victoire. Défensive, mais une victoire. Dans les coulisses se prépare une offensive depuis la fin 1915, devant faire plier l'Allemagne. Sur le front français, une offensive franco-britannique, et pas seulement. C'est un plan à l'échelle de l'Europe. Sur le front italien, contre les Austro-Hongrois, et sur le front russe contre les Allemands, les obligeant à choisir où porter leurs réserves. Joffre demande à Foch de choisir le terrain pour opérer la percée du front. Il choisira entre Serres et Foucaucourt, en Picardie, la bataille que l'on va appeler la bataille de la Somme. Une offensive française de 42 divisions soutenue par 36 divisions britanniques. Mais le plan a changé par l'offensive allemande sur Verdun. Ce sera une offensive britannique, comptant 26 divisions, avec 1335 pièces d'artillerie, dont 467 canons et 185 avions, déployés pour soutenir l'offensive, soutenue par 14 divisions françaises, avec 1550 pièces d'artillerie, dont 732 canons lourds et 122 pièces de grande puissance, ainsi que 115 avions pour l'observation et le réglage des tirs. Un total de 320 000 Britanniques avec une majorité de volontaires du Commonwealth, pour qui ce sera le baptême du feu. Côté français, 80 000 soldats, soit 400 000 hommes,
2885 canons et 300 avions pour le premier jour de bataille. Les Allemands, en comparaison, disposaient de 844 pièces, 454 canons de campagne et 390 lourds, ainsi que des soldats estimés entre 96 000 et 128 000 sur la totalité du front. Douglas Haig, commandant en chef des forces britanniques, planifie la bataille de la Somme avec l'objectif initial d'une percée décisive pour briser le front allemand. Son plan ? Un tir d'artillerie, puis une explosion des mines précédant un assaut d'infanterie. Et enfin, la charge de la cavalerie, comme en 1914, positionnée en réserve, pour exploiter les brèches créées par l'infanterie et l'artillerie. Quelques semaines avant, 19 mines sont creusées sous les lignes allemandes pour détruire les défenses adverses et ouvrir des brèches pour l'infanterie. Elles devront sauter à 7h28 et donneront le signal de l'offensive. Le 24 juin commence la préparation d'artillerie. Il va durer une semaine avec 1 730 000 obus britanniques, c'est 300 000 par jour, 200 par minute, sur un front de 25 km. C'est le plus grand bombardement jamais observé. Et 340 000 obus français. Il ne doit plus y avoir âme qui vive côté allemand. 2 jours avant l'assaut, on fait monter les troupes dans les tranchées. La première et la seconde vague en première ligne. La troisième vague en deuxième ligne. C'est dans cette vague, près de Beaumont-Hamel, que se trouve le bataillon de Terre-Neuve. Le premier Newfoundland, avec 801 volontaires sur les 865 engagés. L'armée britannique est surtout composée de volontaires, engagés entre copains, ouvriers, mineurs ou employés de bureau, souvent recrutés par quartier ou entreprise, civils sans expérience militaire. Il y a même 16 joueurs d'une équipe de foot d'Édimbourg et 500 supporters du club à qui on avait promis une entrée à vie au stade. Et d'autres joueurs d'équipes de foot. Mais il y a aussi des rugbyman, des athlètes et des sportifs variés qui complètent les rangs. Ce bataillon sera surnommé le bataillon Macré. Il est 6h25 en ce 1er juillet. Le bombardement annonçant l'offensive débute. Les tirs de l'artillerie atteignent une cadence de 3500 coups par minute, produisant un bruit si intense qu'il est perçu jusqu'en Angleterre. L'armée anglaise a placé sur 25 km un canon tous les 18 mètres. La mine de 18 tonnes d'explosifs de Houghton Ridge à Beaumont-Hamel explose 10 minutes avant l'assaut général, prévu à 7h30, perturbant la synchronisation de l'assaut, sur ordre du général Hunter Weston, pour protéger l'infanterie des débris. Le cinéaste britannique Geoffrey Malins est témoin de l'explosion, sa caméra se trouvant à 500 mètres de là. Les 18 mines restantes explosent, annonçant l'assaut comme celle de Boissel, où l'explosion soulève une colonne de terre de 1300 mètres de hauteur. On l'appellera Lochnagar cratère, un cratère de 90 mètres de diamètre et 22 mètres de profondeur, créé par 35 tonnes d'explosifs. Des coups de sifflet résonnent dans l'ensemble des premières lignes des 14 divisions britanniques et des 6 divisions françaises sur un front de 45 km. Les 66 000 Britanniques montent à l'assaut avec 35 kg sur le dos, comme les Écossais en kilt et cornemuse. Des consignes précises ont été données. Ne pas courir, ne pas se jeter à terre, rester bien en ligne, ne pas s'occuper des blessés et continuer à avancer. De toute façon, il n'y a plus d'Allemands. Dès le coup de sifflet donné, dans les tranchées près de Montauban de Picardie, le capitaine Wilfrid Neuville adopte une approche insolite pour motiver ses hommes et jette dans le no man's land des ballons, avec une inscription sur son ballon, la grande coupe européenne, East Surrey vs Bavarois. Les soldats du 8e East Surrey avancent en dribblant les ballons sous les tirs allemands. L'objectif symbolique était de jouer dans les tranchées allemandes. Le capitaine Neuville sera tué par des mitrailleuses allemandes. Son ballon récupéré est aujourd'hui exposé dans un musée britannique. Le régiment de Terre-Neuve attend en deuxième ligne. Il se prépare. On accroche des triangles de métal sur leur sac à dos
pour être reconnus par les artilleurs et par l'aviation. Ils ne savent pas encore, mais demain matin, ils ne seront plus que 68 sur les 801 répondant à l'appel. Sur les 10 premières minutes du premier assaut, on compte 30 000 morts, blessés ou disparus. Une véritable hécatombe, un véritable massacre. Les premiers Tommies ayant réussi à traverser le No Man's Land se rendent compte que les barbelés sont toujours en place et fonctionnels, comme les Allemands d'ailleurs. Selon le plan initial, les Terre-Neuviens et le 1er Essex devaient avancer ensemble, vers 10 heures. Mais un ordre arrive. Le 1er Newfoundland et le 1er Essex ont reçu l'ordre d'avancer à 8h45, indépendamment l'un de l'autre, d'occuper la première tranchée ennemie et de dégager vers l'avant jusqu'à la route de la station, derrière la 3e ligne de l'ennemi. Les Terre-Neuviens se trouvaient dans la tranchée St. John's Road, une tranchée d'appui, 200 mètres derrière la ligne avant britannique et hors de vue de l'ennemi. Comme les tranchées de communication étaient jonchées de cadavres et de blessés et étaient la cible de tirs d'obus, le chef de bataillon, le lieutenant-colonel Haddow, a décidé de prendre immédiatement la formation d'attaque et d'avancer. Les Terre-Neuviens ont commencé à avancer à 9h15, se plaçant selon la formation qu'ils avaient répétée. Quand ils ont atteint la ligne d'horizon, derrière la première ligne britannique, ils étaient effectivement les seules troupes à se déplacer sur le champ de bataille. Et ils ont subi de plein fouet toute la colère du 119e régiment d'infanterie allemand qui tenait les positions devant, ainsi que le feu de l'artillerie allemande. Nombreux sont ceux qui sont tombés avant de traverser la ligne britannique. Un plus grand nombre ont été frappés en se frayant un chemin dans les ouvertures des barbelés britanniques. Faisant preuve d'un courage exemplaire, les survivants ont repris leur formation d'assaut, du mieux qu'ils pouvaient. Et, le montant rentré, comme s'ils marchaient dans un blizzard, ils ont continué à avancer jusqu'à la ligne allemande, environ 400 mètres plus loin. À mi-chemin, en descendant la pente, un arbre isolé marquait une zone où le feu ennemi était particulièrement concentré. Une représentation du squelette tordu de cet arbre, appelé l'arbre du danger, s'élève maintenant à l'endroit où tant d'hommes sont tombés en ce jour tragique de juillet. Comment cela a pu se produire? Les barbelés intacts, qui auraient dû être disloqués par le bombardement d'une semaine, avec des obus inadaptés, les obus shrapnel, remplis de billes de métal, conçus pour le personnel, mais n'ayant aucune action sur les barbelés, ni sur les bunkers. Les obus traditionnels n'ont pas atteint les bunkers allemands, construits trop profonds. Le déclenchement trop tôt de la mine de Beaumont-Hamel va alerter les Allemands de la proximité de l'offensive. Avec des tranchées et des barbelés intacts, permettent aux Allemands de reprendre position rapidement, s'étant préparés à l'offensive, eux aussi, en creusant des bunkers jusqu'à 16 mètres de profondeur. Le fait de marcher au pas, en ligne, les Tommies, persuadés qu'il n'y avait plus personne en face, encombrés par leur sac à dos de 35 kg, sont devenus des cibles comme à la fête foraine. Les Allemands n'avaient pas besoin de viser. De plus, le métal brillant des triangles réfléchissait la lumière, signalant la position des soldats aux mitrailleurs et aux artilleurs allemands. Les blessés gisant dans le No Man's Land étaient particulièrement vulnérables, achevés si le triangle bougeait. Le bilan de cette première journée pour les Tommies, 60 000 pertes, dont 20 000 morts. Le régiment de Terre-Neuve, lui, a perdu 92% de ses volontaires. Aucun objectif majeur n'a été atteint. La cavalerie, jugée inadaptée aux conditions des tranchées, reste inactive pendant la majeure partie de la bataille, et elle ne sera pas engagée tout le long de la bataille de la Somme. Ce qui en fait le déclin de la cavalerie traditionnelle. C'est la journée la plus meurtrière pour les Britanniques. Les Français, eux, démontrent leur efficacité tactique dans le secteur sud de la Somme, contrastant avec le désastre britannique au nord. À midi, les premières lignes allemandes sont conquises. Ils vont même avancer de 6 km dans le secteur de Flaucourt, capturant 3000 prisonniers, avec un minimum de pertes,
7000 blessés, disparus ou morts. Les Allemands, eux, vont compter que 8000 pertes sur la totalité du front. Le général Haig, au soir du 2 juillet, le lendemain de l'assaut, écrit dans ses carnets de guerre « On me signale les pertes tuées et blessées. Avec celles d'hier, elles approchent les 100 000. Ce n'est pas un chiffre si élevé si l'on considère le million de soldats engagés sur un front de 25 km. Le moral des blessés est merveilleux. C'est assez sidérant quand même. On l'appellera le boucher de la Somme. Un jeune officier arrive sur le secteur de Beaumont-Hamel. Ce sera son épreuve du feu. Il écrira plus tard « Il y a des choses dans l'eau, des choses mortes, des faces mortes. Elles gisent dans toutes les mares, ces faces pâles au plus profond de ces eaux sombres, de fiers et beaux visages en grand nombre, mais tous immondes, pourrissants, tous morts. Il y a eu une grande bataille au temps jadis. Ce fut une grande bataille. Ils se sont battus dans la plaine pendant des jours et des mois. Mais les marais se sont étendus là depuis lors. Ils ont avalé les tombes. Ils rampent toujours davantage. Ce passage du Seigneur des Anneaux décrit les marais des morts de façon imagée, ce que le second lieutenant J.R.R. Tolkien va subir dans l'enfer de la Somme pendant plusieurs mois. Il avouera bien plus tard de s'être inspiré des batailles de la Somme et de ce qu'il y a vu. C'est le début de la seconde bataille de la Somme et l'emploi d'une nouvelle arme, le tank Mark I. Fin septembre marque le début de la construction de la ligne Hindenburg, comme l'appellera les Alliés. Environ 70 000 travailleurs, incluant des prisonniers de guerre russes, belges et civils français, sont mobilisés pour les travaux initialement prévus sur 3 mois. La ligne s'étendait sur près de 160 km, de Lens à Soissons. Une ligne triplée en profondeur, avec des réseaux de tranchées, bunkers en béton, barbelés et fortifications. Sa partie la plus dense se trouvait entre Cambrai et Saint-Quentin. Elle a été conçue pour réduire le front allemand, tout en économisant des troupes. Cette stratégie permit de libérer 13 divisions, grâce au repli stratégique connu sous le nom d'opération Albericht, qui va débuter en février 1917. Les pluies transforment le champ de bataille en bourbier. Les assauts deviennent impossibles. Les gains alliés se limitent entre 8 et 12 km, parfois qu'une centaine de mètres. De l'autre côté du front, à Verdun, ironiquement, lorsque les Français attaquent le fort de Douaumont le 24 octobre et s'en emparent, il était encore plus vite que lorsque les Allemands s'en étaient emparés, des mois auparavant. Le bombardement français d'avant-bataille avait mieux fonctionné que les commandants français n'avaient osé l'espérer. La reprise du fort était autant un objectif stratégique qu'un symbole de revanche face à l'humiliation subie lors de sa perte initiale. Une réussite suivie de peu par la réoccupation du fort de Vaux, 8 jours après, le 2 novembre, situé non loin de là, et lui aussi tombé entre les mains allemandes après des combats acharnés. À ce stade, la boucle est bouclée. La ligne de front retrouve quasiment le même dessin qu'au début de l'offensive du 21 février. Bref, balle au centre. C'est la fin officielle de la bataille sur ordre de Joffre et de Haig. Bilan global, pour la perte des Alliés, 420 000 à 500 000 hommes pour les Britanniques, 200 000 hommes pour les Français, 430 000 à 500 000 hommes pour les Allemands, soit près d'1 200 000 hommes en 5 mois, soit en 2 fois moins de temps que Verdun. La bataille de Verdun, elle, se termine le 18 décembre. Mais que ce soit sur la Somme, à Verdun ou sur le reste du front, les combats continuent comme avant les grandes offensives. Le cadavre d'un homme est retrouvé dans la Neva.
reconnu de suite. Cette mort va réaliser la prédiction que ce cadavre avait fait. Je mourrai dans des souffrances atroces. Après ma mort, mon corps n'aura point de repos. Si je meurs de la main d'un petit Jean, tu continueras à régner. Si c'est de la main d'un noble, tu perdras ta couronne. Toi et ton fils, vous serez massacrés, ainsi que toute ta famille, avant 2 ans. Après, le déluge terrible passera sur la Russie, et elle tombera entre les mains du diable. Cet homme, c'est Raspoutine.